Mesdames et messieurs, téléspectateurs de E-Télé, auditeurs de Océan FM, bonjour. Aujourd'hui, nous marquons un petit arrêt pour parler de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Comme vous le savez, la tendance est à la hausse en termes de cas d'infection des Béninois qui meurent encore alors que depuis déjà 4 mois, le vaccin est disponible et la vaccination gratuite. Pourquoi cette réticence des compatriotes à aller se faire vacciner? Quelle est la politique du gouvernement pour mettre un terme à ces idées reçues sur la vaccination qui font douter les Béninois? N'irons-nous pas finalement à la vaccination obligatoire pour les événements de masse? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invité du jour. Évidemment, il nous vient du ministère de la Santé. Il s'agit du directeur général de l'Agence nationale des soins de santé primaire, Dr Thierry Lawalais. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation pour situer donc les Béninois par rapport à cette hausse des cas d'infection à la Covid-19. Alors, la toute première question, docteur, comme vous le savez, la Covid-19, on en parle très peu ces derniers mois. Les Béninois ne font plus très attention aux gestes barrières. Ce qui est normal, on s'interroge tous si on a fini avec la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Merci, madame. Merci pour m'avoir invité pour partager les informations et les préoccupations qui sont au niveau du ministère de la Santé avec les Béninoises et les Béninois. La Covid-19, je dirais d'entrée de jeu, est encore d'actualité. Elle est encore d'actualité et ces derniers temps, nous sommes même en train de vivre une recrudescence ces dernières semaines. Il est vrai, je dois l'avouer, qu'au prix de 1000 efforts, on a réussi à maîtriser la tendance, ce qui fait qu'au cours des 2 derniers mois, on a eu une certaine accalmie. Et ça, c'est au plan national. Cette accalmie que nous avons observée au plan national, c'est accompagné, je vais dire, au plan international, d'une recrudescence des cas dans un certain nombre de pays, y compris des pays limitrophes du Bénin. Ce qui fait que, bien que nous ayons une accalmie, nous avons gardé ce que nous appelons l'expectative armée. Donc nous avons maintenu un niveau de surveillance élevé. On a maintenu un niveau de surveillance élevé. Et je dois avouer que ces 2 dernières semaines, on a commencé par noter encore des indices de recrudescence, ce qui nous a amené à redoubler de vigilance, à appeler les compatriotes à renforcer encore les mesures de prévention, à savoir les gestes barrières et la distanciation sociale. Donc, en réponse à votre question, c'est encore d'actualité, c'est une actualité douloureuse et vivace que nous continuons de vivre. Et nous n'avons pas du tout, au niveau du ministère de la Santé, baissé la garde, mais nous sommes dans une certaine veillée d'armes et pour repartir à l'assaut. Et les indices que nous sommes en train d'observer ces derniers temps nous amènent à croire que si nos compatriotes ne changent pas et que le relâchement que nous observons actuellement se maintienne, nous pouvons également, à l'instar des autres pays, vivre une nouvelle vague, ce que nous ne souhaitons évidemment pas. Mais est-ce que ce relâchement n'est pas légitime, docteur, puisqu'il n'y a plus de contrôle? Au tout début de cette infection, on a constaté qu'au niveau des transports de commun, il y avait un contrôle, il y a même au niveau des regroupements et tout, il y avait un contrôle. Mais aujourd'hui, le Béninois est plus ou moins laissé à sa maturité, alors que nous savons que nous respectons plus ou moins les lois, que quand il y a peut-être le gendarme derrière, est-ce que le gouvernement a baissé la garde de ce côté-là? Le gouvernement n'a pas baissé la garde. La situation que nous observons, nous la déplorons et vous devez avec moi la déplorer.
Parce que, comme vous l'avez dit, on doit laisser chaque citoyen à sa maturité. Chaque citoyen a vocation à vivre et à vivre en bonne santé. À partir de cet instant, j'estime à titre personnel que lorsque nous vous donnons des conseils, des éléments qui sont des éléments positifs, protecteurs de votre santé, vous devez spontanément les intégrer et les observer. Je vais caricaturer un peu la situation. Vous auriez souhaité que, si, face au paludisme, le gouvernement a fait l'effort de faire la distribution gratuite des moustiquaires, il va revenir encore au ministère de la Santé, aux agents du ministère de la Santé, d'aller dans chaque maison, chaque nuit, pour s'assurer que les gens mettent effectivement correctement les moustiquaires avant de dormir. On estime que la pandémie, elle est là, elle est vivace, elle continue de faire des dégâts. Nous ne sommes plus il y a un siècle où on n'a pas la communication. Aujourd'hui, on a la télé. On a vu ce qui s'est passé en Inde. On a vu ce qui s'est passé en Italie. Et malgré ça, nous avons maintenu la communication. Aujourd'hui, grâce à un certain nombre de partenaires, à travers les villes, il y a encore des caravanes. Il y a encore des caravanes pour communiquer. Il y a encore des communiqués qui passent sur certaines chaînes de radio pour rappeler l'observance. Peut-être que ce n'est plus abondant comme au tout début. Mais le problème, vous n'avez jamais été victime peut-être. Parfois, même au temps le plus fort de la crise, il y a des gens qui sont prêts à vous agresser même parce que vous étiez en train de leur recommander le port du masque, parce que vous leur recommandez la distanciation sociale. On a vu, et je les salue, les forces de l'ordre ont été plusieurs fois agressées. On a vu des gens qui se sont cachés pour retirer les masques. On a vu des gens qui se sont moqués des porteurs de masques. Et à la limite, ce qu'il faut dire, et c'est pas bien, c'est que face à cette crise d'ampleur, vu que avec les efforts que le gouvernement a fait, avec la hardiesse du ministère de la Santé et des mesures que nous avons prises, nous n'avons pas vécu la crise dans une ampleur comme ça s'est passé dans les autres pays. Et du coup, certains compatriotes se sont mis dans une certaine déni de cette réalité-là, ce qui n'est pas vrai. Il y a des compatriotes qui en sont morts, il y a des familles qui l'ont vécu douloureusement sans avoir eu l'opportunité de faire le deuil de leurs parents, et ça c'est important, il faut le souligner. Donc ce relâchement dont vous parlez, nous l'avons observé, nous la déplorons, nous continuons les campagnes de sensibilisation, et je saisis encore cette opportunité et cette question-là que vous me posez pour rappeler à mes compatriotes que on n'a pas fini avec cette crise qui évolue par vague. Il y a des pays qui sont à leur 4e vague, il y a des pays qui ont franchi la 3e vague. Et n'eût été la distanciation, la distance de sécurité qui est entre vous et moi, j'aurais dû porter mon masque, je l'ai encore dans ma poche, et je l'ai porté jusque dans votre studio. Absolument. Donc moi, je le garde et je le porte partout, sauf si je suis éventuellement dans mon bureau seul et je sens que j'ai la distanciation sociale et la distance de sécurité nécessaire. Donc c'est à ça que j'invite tous mes compatriotes. Ce serait difficile et illusoire que l'effectif que nous avons au niveau du ministère de la Santé, on soit capable d'être dans chaque ménage, derrière chaque béninois, pour leur rappeler au quotidien les bons gestes. Derrière, nous continuons de faire la communication sur les chaînes de radio, à travers les caravanes, et je pense qu'à l'annonce de cette nouvelle vague, nous allons certainement, comme vous l'avez dit, intensifier encore la communication. Et le souhait serait que derrière, le relais soit pris et que cela se traduise dans les comportements de nos compatriotes. Voilà tout ce que je voudrais dire. Et justement, c'est pour cet accompagnement que nous vous avons invité sur ce plateau pour sensibiliser toujours, puisque c'est une question de santé publique. Mais docteur, vous le disiez tout à l'heure, que c'est peut-être le déni qui explique ce relâchement. Mais est-ce qu'on peut aller à un déni jusqu'à ce niveau, vu qu'on a eu des témoignages, des gens sont malheureusement décédés, n'ont pas pu faire le deuil de leurs parents, comme vous le disiez. Mais le déni alors à un niveau est très élevé, on constate. Oui. Parce qu'effectivement, on a interrogé des gens qui estiment que la maladie n'est toujours pas chez nous. Oui, le déni, malheureusement, est à ce niveau aujourd'hui, parce que cette crise s'est accompagnée d'une infodémie, d'une intoxication à nul autre pareil. Vous avez tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Et malheureusement,
on a noté que les gens ont tendance à croire beaucoup plus aux fausses informations qui circulent qu'aux informations justes. Du reste, il serait difficile pour le ministère de la Santé aujourd'hui de lâcher la proie pour l'ombre. En quoi faisant? En se mettant, au lieu d'importer des vaccins, au lieu d'acheminer les vaccins, au lieu de rendre disponibles les services, au lieu de prendre en charge, au lieu de, que on s'asseye maintenant et qu'on soit en train de fouiller tous les réseaux sociaux pour être en train de répondre du tac au tac à tout ce qu'il y a comme intoxication qui sont relayés. Et ce déni-là, il n'est pas propre au Bénin, malheureusement. On a vu même dans les pays occidentaux, on a vu partout, et à la fin, la question, c'est que chaque vidéo qui passe, chaque information qui circule sur l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp et autres, la question qui est derrière, c'est que est-ce que c'est une intox ou est-ce que c'est une information? Donc, il faut dire que les compatriotes ont été malheureusement mal conditionnés par certaines personnes de mauvaise foi, que je ne connais malheureusement pas. Et comme la rumeur enfle, l'infodémie enfle, nous avons ça. Je crois Dieu comme fait que ça peut prendre le temps qu'il faudra. Le mensonge peut prendre l'ascenseur, la vérité finira par rattraper. La seule chose que je souhaiterais à titre personnel est que chacun de nous prenne conscience avant de le vivre dans la douleur. Parce que ceux qui l'ont vécu dans la douleur l'ont vécu. Même quand ils viennent faire des témoignages, les gens disent que c'est un montage. Mais pourquoi leur témoignage serait un montage alors que la fausse information en laquelle ils croient ne serait pas un montage? Chacun de nous, je pense que chacun a choisi sa ligne éditoriale. C'est une position plus ou moins passionnelle. On l'a choisie sur la base d'un certain nombre de déterminants que nous ne maîtrisons pas toujours. Et puis on la défend. Ce qu'il faut affirmer avec force, c'est que cette maladie existe bel et bien. Cette maladie existe bel et bien. Ce que nous observons chez nous, ça a été obtenu au prix de 1001 efforts fournis par le gouvernement et par le ministre de la Santé et son équipe, qui pendant aux premières heures ont eu, entre mars où on a eu le premier cas et juillet, rares sont les responsables du ministère de la Santé qui ont eu plus de 6 heures de sommeil par nuit. Et ça, certains en ont payé le prix fort, le coût physique le plus fort. Et c'est à ce prix qu'on a réussi à protéger la santé de nos compatriotes. Aujourd'hui, je les invite à nous aider. Nous restons disponibles. Nous affûtons nos armes. Mais il faudrait qu'ils nous aident. Absolument. Il faudrait qu'ils nous aident, il faudrait qu'ils nous soutiennent, il faudrait qu'ils nous accompagnent. Parce que les priorités en matière de santé sont nombreuses. Donc, nous avons des problèmes avec le paludisme, nous avons des problèmes avec la mortalité maternelle, nous avons des problèmes avec la nutrition, nous avons. Donc, il ne faudrait pas que cette affection que nous pouvons juguler avec leur contribution, il ne faudrait pas qu'ils nous amènent à détourner nos efforts rien que sur ça et qu'on laisse encore les autres problèmes de santé publique que nous avions dans notre pays enfler et prendre le pas. Donc, c'est une invite. C'est un appel que je lance à travers votre studio à l'ensemble de nos compatriotes pour qu'ils puissent redoubler d'ardeur. Le port de masque, c'est protecteur à plus d'un titre. Lorsque vous êtes mais regardez notre environnement, regardez la pollution atmosphérique. Déjà, lorsque vous portez le masque, ne serait-ce que la poussière, au-delà de la Covid-19, vous vous protégez contre 1000 autres. Le lavage des mains, c'est un geste hygiénique simple. Mais pourquoi? On a du mal. Pourquoi? Le lavage des mains, est-ce que ça c'est compliqué ça? C'est hygiénique. Même à la maison, on apprend ça aux enfants. Et pourquoi maintenant qu'on a dit renforcer ça un peu, on trouve que c'est mauvais et que c'est le gouvernement qui, dans la poussière ou dans la fumée, ne met pas un foulard ou bien quelque chose pour se protéger rapidement? Et pourquoi maintenant, quand on le dit, on estime que parce qu'il y a Covid-19 et parce qu'on le dit, on serait dans l'intoxication? Docteur, on va y arriver certainement. Alors aujourd'hui, grâce à l'initiative Sinovac et autres, nous avons à disposition les vaccins. La campagne de vaccination a démarré il y a quelques mois déjà. Quel est l'intérêt, docteur Lawale, quel est l'intérêt de la vaccination aujourd'hui, puisque c'est peut-être cet intérêt-là que les Béninois ne perçoivent pas, les compatriotes ne perçoivent pas. Quel est l'intérêt d'aller se faire vacciner aujourd'hui?
Alors, je voudrais marquer un recul pour dire le vaccin. Le vaccin, c'est l'une des découvertes les plus merveilleuses de la science médicale. Parce que ça vous met à l'abri de la maladie. Ça vous met à l'abri de la maladie. Donc, le vaccin, on a tout intérêt à aller vers la vaccination. Parce que c'est la prévention primaire. C'est ça qui vous permet de ne pas avoir la maladie. Lorsque vous êtes exposé et que vous vous vaccinez, vous vous mettez ainsi à l'abri. Et donc, vous allez constater que ce n'est pas seulement par rapport à la COVID-19 qu'on a des vaccins. Il y a des dizaines et des dizaines de vaccins. Il y a des dizaines de vaccins. Un enfant, lorsqu'il naît entre sa naissance et son premier anniversaire, il reçoit au moins une dizaine d'antigènes, de vaccins. On lui donne rendez-vous au moins 4 à 5 fois pour lui faire des vaccins. Mais pourquoi croyons-nous en ces vaccins? Amenons nos enfants à faire ces vaccins-là. Lorsque la femme elle est enceinte, elle va au moins lui faire le vaccin antitétanique. Mais pourquoi avoir cru en ces vaccins et se mettre maintenant à déblatérer sur celui-ci parce qu'il est actuel? C'est là la question. Donc, on a tout intérêt. Aujourd'hui, il a été prouvé de par le monde que ceux qui ont fait la vaccination, même quand ils développent la maladie, ils ne développent pas les formes graves. Ils ne développent pas les formes graves. Et ce que nous vivons avec une certaine douleur au Bénin, et je dois vous le dire, j'espère que le ministre ne m'en voudra pas de le dire comme ça, ce que nous vivons avec douleur et qui fait mal, c'est quoi? Depuis que nous avons mis la vaccination, je vous ai dit en tant que au cours des 3 derniers mois, on a observé une certaine accalmie jusqu'aux 2 dernières semaines où on a commencé par ressentir une certaine frénésie sur les sites. On a même dû mettre en stand-by le site de prise en charge de Cotonou parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cas. Mais, depuis qu'on a observé cette accalmie-là, tous les patients que nous avons perdus, je crois que nous avons perdu encore 5 ou 7 personnes durant cet intervalle, c'est des gens qui ont des comorbidités, c'est-à-dire c'est des gens qui sont porteurs de tard. Soit ils sont diabétiques, soit ils sont asthmatiques, mais ils portent quand même une maladie chronique. Et on a crié Obi Orbi que les vaccins qu'on a importés dans un premier temps, c'est destiné à ceux-là. Et voilà, eux, délibérément, ils n'ont pas fait la vaccination, ils ont développé la maladie, ils sont morts aujourd'hui. Ça fait 5 ou 7 personnes que nous avons perdues comme ça. Ils ne sont pas là aujourd'hui pour témoigner, douloureusement. C'est des pertes pour leur famille, c'est des pertes économiques pour le Bénin. Les personnes qui sont décédées, c'est parce qu'elles n'ont pas pu se faire vacciner. Elles n'ont pas pu. Elles ne se sont elles n'ont pas voulu se faire vacciner alors qu'elles savaient qu'elles étaient à risque. Et du coup, elles ont développé la maladie, elles en sont mortes. C'est à déplorer. C'est à déplorer. Or, avant que ces personnes ne meurent, c'est au moins 4, 5, 6 jours d'hospitalisation. C'est des efforts pour le personnel de santé. C'est de l'oxygène qu'on a dépensé. C'est des efforts qu'on a eu à faire pour les sauver. Malheureusement, et quand on perd, vous êtes agent de santé et vous perdez un malade au prix de 1000 efforts, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que vous vous êtes battu. C'est un échec face au combat de la vie, et nous vivons ça avec douleur. Donc il faudrait que vraiment les gens puissent nous aider en se faisant vacciner. Comme ça, quand ils vont venir éventuellement sur les sites, ben nous allons les soigner et ils vont sortir vivants, parce que ce sera là notre satisfaction d'avoir contribué à restaurer la vie. Parce que chaque fois qu'un patient sort de ces sites-là, nous célébrons ça avec beaucoup de joie et de satisfaction. Donc j'invite vraiment, et pour être bref, j'invite vraiment tous ceux qui sont porteurs de tard, et au-delà de ces personnes, tous les Béninois âgés de plus de 10 ans qui sont éligibles pour la vaccination, à se rendre sur les sites de vaccination, à se protéger. La protection, elle est d'abord individuelle. Et lorsque nous allons atteindre une certaine couverture, nous allons pouvoir entrer dans une immunité collective pour que l'ensemble de la population soit protégée. Mais au jour d'aujourd'hui, chacun n'a qu'à sauver sa tête en se faisant vacciner. Ça, c'est important. D'accord. Et dans ce contexte-là, combien de personnes se sont fait déjà vacciner aujourd'hui, docteur Lawalé?
Sur le dernier point qu'on a eu à faire, nous avons déjà enrôlé près de 60 000 personnes. Plus précisément, on a enrôlé 57 886 personnes se sont déjà fait vacciner au Bénin. Et je rappelle que nous avons manipulé jusque-là 2 vaccins. Nous avons manipulé le Sinovac, le vaccin chinois, et nous avons manipulé l'AstraZeneca, le vaccin indien. D'accord, donc on a eu 57 886 personnes qui se sont vaccinées. Pour le Sinovac, il tourne autour de 30 000, plus précisément 30 669. Et puis pour l'AstraZeneca, ils sont à 27 087 personnes. Mais depuis près d'une semaine qu'on a fait ce dernier point, c'est clair qu'il y a de nouvelles personnes qui se sont fait enrôler, parce que ça également, c'est une satisfaction, même si c'est encore en deçà de nos attentes. On a noté quand même au fil du temps que le nombre de personnes qui se font vacciner par jour augmente progressivement. On a une tendance à la hausse, ce qui nous donne beaucoup de satisfaction et ce que nous encourageons. On encourage les gens à sortir, à se faire vacciner de plus en plus. Et pourquoi ce sont les personnes âgées de moins de 18 ans qui doivent aller vers le vaccin? Bien, alors il faudrait dire qu'en France, par exemple, ils ont mis la barre à 12 ans. Il faudrait dire que dans chaque pays, en fonction du médicament que vous avez, en fonction de votre profil épidémiologique, en fonction d'un certain nombre de paramètres épidémiologiques, physiopathologiques, vous décidez de protéger un certain nombre de cibles. Et lorsque vous protégez la majorité de ces cibles, vous pouvez rentrer dans une immunité collective, c'est-à-dire ça vous permet de limiter, de casser rapidement la chaîne de transmission. C'est la même chose quand vous prenez par exemple la vaccination contre la rougeole, c'est à 9 mois on fait ça. Même quand nous faisons la campagne contre la rougeole, on prend les enfants de 9 mois à 15 ans, on ne prend pas les adultes. La fois dernière, nous avons eu une épidémie de méningite, on a pris les cibles de 9 mois à 29 ans. Donc en fonction des cibles qui sont les plus frappées, de votre profil épidémique et de votre contexte, vous décidez de taper là où vous allez taper pour avoir le plus rapidement possible. Puisque quand vous atteignez une certaine masse critique, de toute façon, la population en général, elle est protégée. Mais j'avoue que nous n'avons pas encore atteint. On est près de 12 millions, on est à 60 000, on est encore très loin du compte. On est encore très loin du compte. Si on est autour de 12 millions, nous, on avait dimensionné pour protéger 20% de la population d'ici le mois de décembre. 20% sur 12 millions, vous voyez un peu ce que ça fait. Si on est à 50 000, 60 000 dans le meilleur des cas, ça veut dire qu'on est encore assez loin du compte. Et c'est pourquoi il faudrait encore continuer d'encourager pour que les gens puissent se faire vacciner. D'accord. Donc la cible de 18 ans et plus qu'on a eu à choisir, c'est en fonction de nos réalités, de notre contexte épidémiologique. Et vous avez vu que quand on a commencé, on n'avait pas dit tous ceux qui ont 18 ans et plus. On a des sujets âgés de plus de 18 ans, mais présentant une comorbidité ou être agent de santé en premier, on avait cité. Donc on regarde là où on a plus mal et on essaie de frapper là, parce que lorsqu'on frappe là, on obtient rapidement un certain nombre de résultats au plan épidémiologique. Est-ce que ceux qui ont moins de 18 ans pourraient peut-être à l'avenir seront intéressés par cela, c'est-à-dire intégrés dans les personnes à vacciner? C'est ça ce que vous avez compris maintenant, que ce ne sont pas des décisions qui se prennent sur des coups de tête. Ce n'est pas des décisions qui se prennent sur des coups de tête. Ce n'est pas au bon vouloir d'un ministre de la Santé. Derrière tout ça, nous avons des comités d'experts qui analysent. Si demain ou après-demain, on se rend compte que 80% de nos malades sont dans les enfants de moins de 18 ans, et que parmi eux, 60% des décès que nous enregistrons intéressent les enfants de moins de 18 ans, il va falloir forcément rechercher une solution pour protéger cette couche-là. Donc ce n'est pas au bon vouloir, mais tout relève d'une certaine logique, d'une certaine cohérence analytique, où plusieurs facteurs sont pris en compte. Et, comme je vous l'ai dit, l'intérêt, le but visé en santé publique, c'est de réduire très rapidement le nombre de nouveaux cas et de réduire de façon drastique ou éliminer carrément le nombre de décès enregistrés. D'accord. Voilà, donc ce sont ces éléments-là qui guident les choix. Et en son temps,
on les prendra en compte avec les comités d'experts. Et s'il faut élargir la cible, nous allons l'élargir. S'il faut réduire la cible, nous allons la réduire en fonction de l'évolution de notre contexte. Docteur Lawalé, vous l'avez dit tout à l'heure, la campagne de vaccination n'a pas encore le monde espéré parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent au sein de l'opinion. Vous avez parlé de l'infodémie tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous pensez faire maintenant pour pouvoir intéresser plus la population à cette campagne de vaccination? Alors, le constat, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a constaté quand même que le nombre de personnes, puisque ça, le point là se fait, le nombre de personnes vaccinées par jour augmente progressivement. Ça veut dire que vaille que vaille, ça s'améliore. J'ai reconnu et j'ai confessé que le rythme n'est pas celui qu'on aurait souhaité au niveau du ministère de la Santé. Donc, nous intensifions. Mais il faut dire une chose, nous n'avons pas été aidés par les États européens au début de la campagne. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez suivi par presse interposée tout ce qu'il y a eu comme campagne. On a dit, mais non, le vaccin indien que vous avez eu n'est pas conseillé. Oui, on va revenir sur ces détails-là. Alors, vous savez que lorsque vous êtes déjà dans une situation où vous êtes face, vous combattez un certain nombre de dénis. Et des personnes ou bien des États d'une certaine notoriété disent un certain nombre de choses. Ceux qui sont sceptiques captent ça plus facilement. Donc ça fait que, personnellement, beaucoup de questions. Est-ce que ce vaccin est efficace? Est-ce que pourquoi l'Europe ne reconnaît pas le vaccin? Pourquoi? Heureusement, cette polémique-là est maintenant terminée. Le vaccin indien, il est bon, il a été reconnu. Bien. L'autre chose que nous allons faire, nous sommes en train de travailler avec notre ministre de la Santé et l'appui du gouvernement. Nous sommes en train de travailler pour diversifier les types de vaccins. Vous savez, il y a au moins 5 ou 6 vaccins qui circulent de par le monde. Donc le Bénin aussi s'est mis dans la danse et nous allons recevoir d'autres gammes. Bien entendu, nous avons notre Sinovac qui va rester, nous aurons notre AstraZeneca qui va rester, mais nous allons recevoir les autres types de vaccins, le Moderna, le Pfizer, le Johnson & Johnson, pour que chaque Béninois puisse avoir la liberté de choisir. Et je vous l'ai dit, nous sommes en train de faire un second plan de communication qui va accompagner ça. Au début, on avait mis les vaccins dans le cordon sanitaire, c'est-à-dire dans le littoral, dans l'Atlantique et dans l'Ouémé. L'ancien cordon. Oui. Et puis, comme il y avait, Parakou constituait pour nous une zone secondaire de forte transmission, on avait mis. Mais aujourd'hui, la vaccination est disponible pratiquement dans toutes les communes. Et certaines grandes communes comme Cotonou, Sémépoji, Porte-Nouveau ont parfois 2, 3, voire 4 sites de vaccination. Que vous soyez dans la Libori, dans la Takora ou dans le littoral aujourd'hui, vous pouvez facilement avoir accès. Et ce sont ces éléments-là qui relèvent de la responsabilité du ministère de la Santé. Rendre disponible et accessible les produits, accompagner ça d'une certaine communication. Et ce qui est attendu, donc c'est notre main qui est tendue, et ce que nous attendons, c'est que la population saisisse donc cette opportunité-là et utilise les services. Ce serait déplorable que les services soient disponibles, accessibles, géographiquement, parce qu'on l'a décentralisé jusqu'au niveau des communes, financièrement, parce qu'on l'a rendu gratuit, et que la population ne l'utilise pas sous prétexte et meurt de la maladie pour laquelle on veut la protéger. Ce serait la plus grosse aberration que nous allons vivre. Et justement, vous ne craignez pas toujours cette réticence-là quand vous allez mettre la main sur Johnson & Johnson, Pfizer et autres, déjà que AstraZeneca et Sinovac, ce n'est pas encore totalement la grande affluence. Nous n'allons pas nous souhaiter ça. Nous n'allons pas nous souhaiter ça. Et je voudrais qu'on ne postule pas sur cet aspect-là. Postulons que les gens vont accepter la main tendue. Comme je vous l'ai dit, nous allons renforcer, et nous sommes en train de le faire, notre campagne de communication. Nous allons renforcer. Ce qui est sûr, c'est que nous avons le call center avec le numéro 136. Tous les Béninois qui ont des doutes, ils peuvent appeler et ils auront l'information. Ce serait aberrant, de mon point de vue, de penser que le gouvernement, effectivement, de façon consciente ou inconsciente, pourrait se mettre, n'est-ce pas, dans cette posture d'amener de mauvais produits
où tu es à terme. Puisque quand ça va se passer comme ça, ils vont diriger qui? Encore qu'on a vu le chef de l'État prendre son vaccin. Finalement, le ministre aussi s'est fait vacciner. Le ministre s'est fait vacciner. Finalement, un gouvernement a vocation à diriger un peuple. Un peuple, c'est un ensemble d'êtres humains. Donc c'est complètement, je ne sais même pas comment, c'est loufoque, excusez-moi, de penser que, en même temps que j'aspire à gouverner un peuple, je prenne des dispositions pour le tuer. Et donc, je ne peux pas, le gouvernement ne peut pas se concevoir général sans troupe. Donc, les vaccins que nous amenons, j'exploite votre plateau pour vous faire une publicité pour le ministère de la Santé. Ce sont des vaccins qui sont efficaces. Chaque vaccin que nous importons, nous recevons ça d'abord en échantillon. Nous testons ça. Nous envoyons ça sur des laboratoires de contrôle et nous testons. Et les vaccins, quand nous les acheminons, nous avons des chaînes de froid de qualité dans lesquelles nous les conservons. Donc, c'est des produits vraiment de qualité. Toutes les autorités pratiquement de notre pays se sont fait vacciner. Jusque-là, on n'a pas eu de problème. Il peut y avoir des incidents, il peut y avoir des accidents, c'est normal, c'est lié à tout produit. Tout comme je peux aller dans un maquis prendre un faire une diarrhée et puis ce qui va s'arrêter du jour au lendemain. C'est normal. Mais en matière de sécurité et d'innocuité, je peux certifier à 100% sur l'ensemble des produits que nous manipulons. Et je continue d'inviter la population à l'utiliser sans crainte. Et vous en êtes où dans la démarche d'acquisition de ces autres types de vaccins? C'est très avancé, c'est très avancé. Permettez-moi de ne pas dévancer les faits. Sinon, déjà à partir de la semaine prochaine, où les Béninois vont commencer par avoir des surprises très agréables sur l'acquisition des autres types de vaccins. D'accord. Le rythme va encore s'accélérer en 2022, au 3e, 4e trimestre et en 2022. Ce qui est sûr, et je salue cette disponibilité du gouvernement, le gouvernement accompagne fortement le ministre de la Santé, puisque nous sommes sous lui, nous le servons, et on reçoit quand même un accompagnement de qualité. Et les besoins que nous exprimons pour le moment sont vraiment satisfaits en matière d'approvisionnement de vaccins. Et donc, à part la rupture que nous avons reçue AstraZeneca, qui va durer peut-être une dizaine de jours, d'ici la semaine prochaine, on aura encore un nouvel arrivage. Et je pense que des mesures sont prises pour que nous puissions avoir assez de vaccins pour vacciner les compatriotes. Ce qui s'est passé sur AstraZeneca, si vous le permettez, c'est parce que les premiers stocks, c'est l'Inde qui nous a donné. Vous parlez là de la rupture. De la rupture. On l'a importé de l'Inde, mais à un moment donné, l'Inde aussi a traversé une période de forte transmission, avec beaucoup de décès. Ou, vous savez, je le dis comme ça en parenthèse, vous savez, en Inde, les gens, ils font de l'incinération des corps. Ils sont arrivés à manquer de bois pour faire les incinérations. Vous imaginez, le bois pour incinérer a manqué. Nous ne souhaitons pas ce genre de situation pour notre pays. Et donc, j'invite les compatriotes à faire le bon geste pendant qu'il est encore temps. Parce que quand le souffle s'arrête, on ne lui ramène pas. D'accord? Donc, je ferme cette parenthèse-là. Oui. Pour dire que donc c'est cette situation qui a perturbé un peu notre rythme d'approvisionnement, mais elle est stabilisée et d'ici la semaine prochaine, comme je vous le dis, les voies les plus autorisées vont certainement dire ce qui va se passer et nos compatriotes pourraient avoir accès à assez de vaccins et se faire vacciner comme ils le voudront. Mais Sinovac est toujours là. Sinovac est toujours là. Sinovac est toujours là. On continue de faire. Là, vous avez vu tout à l'heure quand vous m'avez demandé les chiffres, il y a plus qui ont fait Sinovac que AstraZeneca. Mais ça, c'est sans contrainte. C'est le choix de chaque compatriote. Et donc les autres, quand ils seront là, on va les rendre disponibles également. Et chacun pourra choisir ce qu'il veut et dans les vaccins qui seront disponibles dans le pays. Et nous avons aussi appris que les vaccins auraient une date de péremption. Qu'est-ce qu'on va faire justement pour pouvoir faire vacciner le monde pour ne pas se retrouver avec des produits périmés? Ok. Madame Touboula, nous-mêmes nous sommes périssables. On va mourir un jour. Nous sommes périssables. A fortiori, ce qui vient de nous. Les ordinateurs que nous utilisions il y a 10 ans, aujourd'hui, ils sont déclassés, ils sont dépassés.
ce ne sont pas que les vaccins. Même le paracétamol que nous utilisons, un jour arrive à péremption. Ce qu'il faut dire, c'est que ces vaccins qui sont périmés, face à ça, le gouvernement fait le geste responsable de ne pas les administrer. Nous les déclassons, nous les sortons de notre stock automatiquement. Donc, il n'y aura aucun Béninois qui ira sur un site et qui recevra un produit dont on n'est pas sûr de l'efficacité, de la sécurité et de l'innocuité. Ça, c'est clair. Donc, qu'il ne se préoccupe pas de cette situation-là. Nous sommes d'accord? On a importé 144 000 doses de AstraZeneca. On a fait administrer maintenant en moyenne 30 000. C'est arrivé à opération. Ça veut dire que théoriquement, nous avons 110 000 sur les plates, mais ce n'est pas un problème. La douleur n'est pas là. La douleur, c'est quand on va estimer le coût de ces vaccins, on va se rendre compte que c'est peut-être 1,5 milliard, c'est peut-être 2 milliards que nous avons mis dedans. Parce que tout gestionnaire de stock est enclin à enregistrer des pertes et des avaries. La douleur vient du fait que quoi? Que le gouvernement mette 1 milliard pour acheter des vaccins, pour protéger des populations qui, sous des prétextes qui sont un peu fallacieux, sous la bannière d'un certain nombre de rumeurs qui ne sont pas fondées, refusent, n'est-ce pas, d'aller vers cette vaccination, développent la maladie, coûtent de l'argent, coûtent du temps, de l'intelligence et des efforts physiques au personnel de santé et finissent par mourir. En ce moment-là, perte des vaccins, perte des efforts physiques, perte des médicaments, perte des frais d'hospitalisation, des frais de transport. Et le plus important, perte en vie humaine. Perte en vie humaine, douleur pour la famille, douleur. Donc, vraiment, c'est un gâchis au plan économique, au plan social, au plan humain simplement. Et il faudrait qu'on travaille à réduire ça. Et la meilleure façon de réduire ça, c'est de nous aider. Parce que nous, dans un souci d'un accès universel, on postule que les compatriotes vont accepter abondamment. Et donc, nous dimensionnons ça. Et quand nous dimensionnons ça, le gouvernement, le ministre de la Santé porte ça au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres nous accompagne. Et on le rend disponible. On le rend disponible. Donc, ça, c'est pour vous dire que effectivement, nous avons enregistré des pertes sur des vaccins. Ça ne concerne pas que le Bénin, ça c'est sûr. Mais je parle de mon pays à moi. Et nous les sortons du stock. Nous allons renouveler avec d'autres vaccins et nous allons continuer de proposer. Et donc, nous continuons de communiquer autour et nous gardons l'espoir que les compatriotes vont accepter, se faire vacciner et nous enregistrerons dans les jours à venir de moins en moins de pertes en termes de vaccins. Justement, pour le peu de Béninois qui se sont déjà vaccinés, est-ce qu'il y a une diminution de l'affluence au niveau des sites de prise en charge de la maladie? Alors, d'abord, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas encore prétendre avec à peine 60 000 de personnes vaccinées atteindre une certaine immunité collective pour dire voilà. Deuxième facteur, la maladie elle-même évolue par épidémie. C'est-à-dire qu'on a des cycles de recrudescence où nous enregistrons beaucoup de cas avec des périodes d'accalmie et des périodes de recrudescence. Donc, nous sommes dans la science, il faut être juste. Il faut être honnête, il ne faut pas mentir sur des plateaux d'études. Il va falloir prendre des reculs. Faire une étude pour voir la prévalence ou bien l'incidence de la maladie dans la population vaccinée, l'incidence dans la population générale, analyser un certain nombre de facteurs avant de prendre la décision, avant de conclure sur les éléments que vous essayez d'avancer. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on sait, et c'est sur quoi il faut que les gens puissent tabler, c'est qu'on sait que au moins, quand vous faites la vaccination, vous êtes protégé. La probabilité pour vous de développer la maladie, elle est relativement faible par rapport à celui qui ne l'a pas fait. Et deux, on sait qu'avec la vaccination, vous avez au moins 90 à 95% de chances, même si vous contractez la maladie, de ne pas développer une forme grave et d'en mourir. Or, c'est les formes graves qui tuent. Donc ça, au moins, ce sont des vérités qui sont établies aujourd'hui. Et je voudrais revenir pour dire, c'est au nom même de cette vérité scientifique qu'il y a eu quelques polémiques au début. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé autour de AstraZeneca avec la maladie thromboembolique, où des pays ont suspendu, ont remis. C'est au nom de la vérité scientifique. Au nom de la vérité scientifique, c'est parce que
on a vocation à ne rien cacher au peuple en matière de vérité scientifique. Ah, attention, tel médicament que vous avez pris, c'est la même chose qui se passe sur les chaînes de production d'automobiles, hein, ou Toyota ou bien tel dit, ah tiens, sur telle série de véhicules, j'ai noté une certaine défection, retournez-les à l'usine pour qu'on puisse les refaire pour vous. Donc, vraiment, on est dans la science, on est dans la vérité scientifique, et les données sont des données factuelles, vérifiables. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Et on a eu des pertes de vaccins, ça c'est sûr. Et on va les gérer, mais ça ne va pas nous décourager. On va continuer d'en prendre pour les compatriotes qui en ont besoin. Voilà. Et pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, nous sommes aujourd'hui avec le directeur général de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Nous parlons de la campagne de vaccination et comme vous le savez, cet arrêt s'explique par la hausse des cas de l'infection à la COVID-19. Nous vous dirons donc mieux comprendre ce qui se passe et surtout exhorter tous les Béninois à la vaccination. Et c'est justement ce que fait depuis le début de cet entretien Dr Thierry Lawalé. Et nous allons d'ailleurs poursuivre. Il y a cette exhortation du gouvernement qui semble un peu confuse. Il s'agit de la participation aux événements de masse. Les conseils, comme le Conseil des ministres l'a précisé, il faudrait sensibiliser à la vaccination quand on veut participer à un événement de masse. Alors la question qui se pose, parce que la presse a tout fait de rendre cette vaccination obligatoire, la vaccination est-elle obligatoire avant par exemple de participer à un concert, docteur Lawalé? Merci beaucoup. C'est vrai que aussitôt après le relevé du Conseil des ministres, beaucoup de personnes de la presse évidemment m'ont appelé pour mieux comprendre. Mais alors la réponse que je leur ai donnée, j'ai dit mais pourquoi vous voulez expliquer une phrase qui est aussi simple et aussi claire? On a dit sensibiliser à. Le gouvernement a dit en tout état de cause. Je pense que c'est comme ça que la phrase à polémique a commencé. En tout état de cause, le gouvernement pourrait, à terme, ou bien amener à rendre obligatoire un truc comme ça. Je vais revenir pour dire ceci. Aucune décision au niveau d'un gouvernement ne se prend sur coup de tête. Aucune décision ne se prend sur coup de tête. Tout sera question de l'évolution de la situation. Et je vous ai dit tout à l'heure, on a des indices. Est-ce qu'il est arrivé un moment où on a dit il faut mettre un cordon sanitaire au Bénin? Oui, parce qu'on avait estimé qu'en ce moment-là, avec l'évolution, avec les situations auxquelles on est confronté, c'est celui-là qui était nécessaire pour protéger. Si demain, après-demain, dans un mois ou dans 2 mois, on estime que c'est une vaccination obligatoire qui amènerait le salut, il ne m'appartient pas de le dire, mais le gouvernement sera bien obligé de prendre la décision. Et donc, sur la base des indices que nous avons, on se dit, mais attention, faisons gaffe. C'est tout ce qui a été dit. On a dit, sensibiliser les gens pour qu'ils puissent se faire vacciner. Et j'ai répété au moins 3 ou 4 fois, lorsque la majorité sera vaccinée, nous allons nous retrouver dans une immunité collective. Et là, l'immunité collective va abaisser la transmission et nous serons tous protégés. Pour le moment, nous ne l'avons pas. Et nous invitons tous les organisateurs des grands événements qui vont rassembler de grandes foules à nous aider pour que nos compatriotes comprennent que le gouvernement n'a pas l'intention de les empêcher de se distraire, de les empêcher de vaquer à leurs activités culturelles, politiques, sportives ou festives. Mais le gouvernement est préoccupé par leur santé. Et il se pourrait que le prix à payer pour poursuivre cela soit la vaccination. Et si c'est le prix à payer, si on nous dit aujourd'hui le prix à payer pour vivre, c'est de s'alimenter, qui irait contre? Et pourquoi c'est toujours au conditionnel? C'est peut-être ça. Pourquoi ne pas le faire comme on l'a fait? C'est au conditionnel pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, le profil épidémiologique ne l'exige pas. Deuxième raison, il y a toujours cette propension à la liberté individuelle.
Mais ce qui est vrai, et c'est ça ce qu'il faut reconnaître, la liberté individuelle ne devrait pas mettre en danger la liberté ou bien la sécurité collective. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que si à terme on l'exige, on n'ira pas dans chaque maison attacher les gens et les vacciner. Mais on peut vous dire, mais écoutez, aujourd'hui, en Europe, ils sont en train de rentrer dans le pass santé. On dit il faut avoir ta carte de vaccination à jour. Donc, il fut un temps, mais pour voyager à l'extérieur, vous êtes obligé de faire la vaccination, de montrer votre carte internationale, la carte jaune de l'OMS, où vous êtes vacciné contre la fièvre jaune. Qui s'en était offusqué? Aujourd'hui, le contexte ne l'exige pas. Si demain, le contexte l'exige, mais s'il va falloir prendre une décision de façon urgente, le gouvernement le prendrait. Nous sommes d'accord? Oui. Donc, c'est pour ça que je me suis étonné, mais vraiment étonné, et j'ai été surpris que quelque chose que le gouvernement a dit, qui semble être si clair, si limpide, si c'était si clair que ça, docteur, c'est parce que les gens ont voulu lire entre les lignes. Les gens ont voulu lire entre les lignes et ils ont prêté une mauvaise intention, une mauvaise foi au gouvernement. C'est-à-dire, pour eux, c'est que le gouvernement voudrait bien le faire, rendre obligatoire, mais il est en train d'enrober un peu la chose. Mais non, à un moment donné, il faut croire en nos dirigeants. Ils n'ont aucune raison de chercher à faire de l'euphémisme. Je ne sais pas, ils n'ont aucune raison de masquer ce qu'il va dire. Quand on a voulu mettre le cordon sanitaire en place, on a dit que c'est cordon sanitaire. On a dit ça. Donc, quand on va dire c'est vaccination obligatoire pour aller dans les suites des manifestations, on va le faire. Parce que quoi? Et on va finir dessus. Si on ne le fait pas, imaginez aujourd'hui qu'on ne le fasse pas. Et que demain ou après-demain, bon, il y a un grand rassemblement comme ça. Des compatriotes vont venir de Kandi, d'autres vont venir de Tchaourou, d'autres vont venir de Ilakondi, d'autres vont venir de Iglo. Ils se mettent ensemble. Et après, on a 3, 4 cas. Et on se rend compte qu'il y a un cas à Parakou, il y a un cas à Ilakondi, et le pays flambe. Comment nous allons faire? Pendant ce temps, on a des vaccins qui dorment. Ce serait une aberration. Donc nous n'allons pas nous poignarder nous-mêmes. L'idéal aujourd'hui, c'est que même si quelqu'un ne se sent pas protégé, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas encore reçu la dose suffisante de vaccin pour se protéger, quand on va dire il y a conseil, il y a ceci, il va dire ah, mais vraiment moi je ne peux pas y aller. Parce que le fait de ne se soit pas vacciné, le fait d'être pas protégé, il est à risque. Et même si nous disons que la maladie tue plus parmi les gens qui sont à risque, qui sont une comorbidité ou qui sont à plus de 50 ans, on a enregistré des décès chez des gens qui ne présentent aucun facteur de risque. Et Dieu n'a mis aucune indication sur le front de la prochaine victime. Dieu n'a pas mis ça. Donc, ça peut frapper à tout hasard. Et même s'il peut y avoir une flambée, la flambée peut commencer par vous. Quand je dis vous, ce n'est pas vous, 6 enfants. De toute façon, moi, je me suis déjà vacciné, voilà. rassurez-vous. Donc, ça peut commencer par l'individu tampignon qui, du fait de sa négligence, s'est retrouvé donc, dans cette grande foule sans sa vaccination. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, chaque individu doit prendre conscience du fait qu'il est maître de sa santé et que sa survie, enfin, sa libération vis-à-vis de la COVID-19 lui appartient et passe par la vaccination. Ça, si quelqu'un ne s'en rend pas compte, ce serait une aberration et une erreur de sa part. Et les médias qui accompagnent le gouvernement ont pris la mesure de la chose. Comme je le disais, je me suis vaccinée et tout le personnel ici d'ailleurs s'est fait vacciner. Donc rassurez-vous, nous avons coupé la chaîne de transmission à notre niveau. Alors docteur, puisque nous sommes vaccinés, nous avons constaté que sur la fiche de renseignement à la vaccination, il est inscrit que cette vaccination-là n'exempte pas du respect des gestes barrières. Pourquoi me vacciner si je suis obligé encore de porter le cache-nez? Pour 2 raisons. Le fait que je sois vacciné ne m'empêche pas d'être porteur et d'être vecteur. Donc si je suis vacciné
et que je ne respecte pas la distanciation, je ne respecte pas les gestes barrières, le fait de serrer la main de quelqu'un qui a des particules virales sur sa main et de se resserrer la main de sous prétexte que je peux être vecteur, je peux donc porter le germe, le virus et être donc source de propagation. Donc, bien que je sois vacciné, maintenir les gestes barrières me permet de ne pas être un acteur passif de la chaîne de transmission. Donc, il faudrait continuer de les respecter, ne serait-ce que pour les autres. D'accord. Mais est-ce que les 2 doses suffisent réellement pour être totalement à l'abri? Là également, je vais vous rappeler les réalités scientifiques que nous avons. Et vous avez, si vous suivez sur la presse, il y a un certain nombre de choses. Tous les vaccins ne sont pas à 2 doses. Il y a le Johnson & Johnson qui est en une seule dose. Donc, chaque vaccin, en fonction du principe actif qu'il y a son calendrier qu'il faudrait respecter. Je voudrais dire une chose comme ça. Aujourd'hui, au regard des évidences scientifiques que nous avons, c'est les calendriers qui sont recommandés, que nous respectons. Si demain ou après-demain, les évidences scientifiques changent, on va changer et que les gens ne s'étonnent pas. Rappelez-vous, dans le bon vieux temps, il y avait cette odeur caractéristique de la pénicilline qui caractérisait les hôpitaux. Aujourd'hui, là, vous l'avez encore dans les hôpitaux. La pénicilline a fait des merveilles. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que c'est très allergisant et que beaucoup faisaient des allergies avec ça. On a dû retirer ça. Quand on a commencé avec l'insuline, on faisait de l'insuline d'origine porcine aux gens. Mais à un moment donné, on a constaté qu'il faisait beaucoup. Mais ça a sauvé beaucoup, tout comme ça a tué beaucoup par des crises d'allergie. Donc, la science, elle est science. Elle est expérimentale. Elle est factuelle. Elle s'appuie sur des évidences. Elle s'appuie sur des évidences. Donc, nous, le devoir que nous avons, il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont outillés, qui sont dans des laboratoires, qui réfléchissent, qui ne dorment pas pour nous, qui ont mâché la matière et qui nous indiquent la bonne voie à suivre. Nous, quand je dis nous, ce n'est pas vous et moi, mais c'est la population générale. Nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons rien découvert. Et nous nous mettons à douter de ce que les autres ont fait, à désinformer. Non, on devrait plutôt célébrer ces gens d'intelligence. De mémoire d'homme, il n'y a jamais eu une maladie, une pandémie comme ça, face à laquelle la science a été aussi rapide. On devrait célébrer ça. Si ces vaccins n'avaient pas existé, si on n'avait pas identifié qu'il fallait porter des masques pour réduire le risque de transmission, si on n'avait pas trouvé que le lavage des mains était protecteur, on serait où aujourd'hui? Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, on devrait prendre le temps de célébrer ceux qui nous ont trouvé des solutions, que de déblatérer sur eux, que de vouer aux gémonies tout ce qu'ils trouvent et d'en douter de façon aussi ouverte et au point éventuellement de les décourager. Heureusement qu'ils ont cette vocation, ils ont cette foi-là et ne se découragent pas et ils continuent d'apporter à l'humanité. Donc, je continue de dire que non, les 2 doses, pour le moment, sont suffisantes pour protéger les compatriotes, pour les vaccins que nous manipulons. Quand nous aurons un autre vaccin qui aura son calendrier, nous allons décrire le calendrier et nous allons inviter nos populations à respecter le calendrier de chaque antigène que nous manipulons. Revenons donc maintenant, docteur, à cette polémique des vaccins de l'initiative COVAX administrée dans les pays africains qui ne seraient pas reconnus. Je vous l'avais dit, on allait revenir là-dessus pour mieux comprendre de quoi il s'agissait réellement. Heureusement que c'est du passé, puisque même la France, la semaine dernière, a reconnu AstraZeneca Covishield, venu de l'Inde. En fait, c'est quoi le problème fondamental? Pour être reconnu, je ne voudrais pas rentrer dans les polémiques pharmaco-économiques, mais je veux juste aborder l'aspect factuel de la question.
tout médicament, pour être commercialisé dans un pays, a besoin d'avoir une autorisation. L'Inde, ayant fabriqué sa molécule, donc pas fabriqué sa molécule, puis c'est la molécule suédoise, d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Inde n'a pas fait la démarche d'autorisation de mise sur le marché européen. Parce que leur vocation première n'était pas d'aller commercialiser là-bas. Parce que pour faire la démarche d'autorisation de mise sur le marché, on a besoin de faire une formalité qui coûterait un peu d'argent quand même. Donc, ils ne l'ont pas fait. Donc les autres ont dit, ce médicament n'est pas commercialisé sur notre marché, on ne nous a pas donné l'opportunité de le tester, de prouver son efficacité. Donc nous ne le reconnaissons pas. C'était tout le problème. Donc ce n'est pas en réalité la qualité du vaccin, non. mais plutôt un protocole, un processus de commercialisation. C'est un processus de reconnaissance et de commercialisation et de certification en fait. Donc quand la polémique a commencé, je pense qu'ils ont envoyé des échantillons là-bas, ils ont fait la formalité, les gens ont testé, on dit mais non, mais écoutez, c'est quelque chose d'efficace et puis nous le reconnaissons, avançons. Nous sommes d'accord. Donc, je trouve que ce serait même pas très bien, puisque ceux par qui la polémique est partie l'ont éteint. Et eux-mêmes, ils ont fini par régler le problème. Donc ce ne serait pas bien que nous maintenant, n'ayant même pas été auteur ou co-auteur, on a failli être victime parce qu'on aurait pu ne pas se faire vacciner. Et si on ne s'était pas fait vacciner, 2-3 mois après maintenant, on aurait reconnu que cela avait été une aberration parce qu'en réalité, ils ont fini par reconnaître que ce que nous sommes en train de faire était bon. Nous sommes d'accord? Donc cette polémique-là, je pense qu'elle est du passé. Il vaut mieux... Non, je ne cherche pas de remuer le couteau dans la plaie. La question, c'était de savoir si maintenant, les Béninois qui se sont fait vacciner à l'AstraZeneca pourront simplement aller en Europe sans histoire. Oui, parce que c'est reconnu maintenant. Parce que c'est reconnu. C'était la Suisse, l'Allemagne, après les Pays-Bas. Maintenant, la France l'a reconnu. Donc, c'est clair que c'est maintenant reconnu. Maintenant, il se pourrait qu'il y ait des problèmes de traçabilité pour que des problèmes de certification, ça c'est des problèmes purement administratifs qui seront très très vite réglés et pour que nous puissions être tranquilles. Mais est-ce que la CEDEAO pourrait aussi avoir besoin de passe pour la circulation des personnes? Je dirais qu'en son temps, les décisions seront prises. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA, il y a des efforts qui sont faits. Et il faudrait saluer cette intelligence collective qu'il y a au niveau des États de l'UEMOA. Ils sont en train de travailler ensemble sur un certain nombre de problèmes. Vous avez vu, la fois dernière, ils ont parlé de l'uniformisation des tarifs pour le dépistage, la reconnaissance mutuelle des tests. Il y a un certain nombre d'interventions, bien d'actions collectives qui sont coordonnées au niveau de la CEDEAO et qui intéresseraient tous les pays. Et donc, qu'on puisse avancer sur ça. D'accord, merci à vous, docteur Lawale. Ma prochaine question a rapport au test que les Béninois, ou en tout cas toute personne fait à l'arrivée, au départ, alors que cette personne-là peut-être a déjà pris son vaccin. Quelle est l'utilité de ces tests, docteur Lawale? Très bien. À terme, les personnes vaccinées seront dispensées de ces tests. Mais là, tout de suite, elles le font. Là, tout de suite, oui, elles le font. Parce que je vous ai dit, il y a un certain nombre de précautions qu'on va prendre pour certifier la vaccination que vous avez reçue est vraie. En fait, je caricature pour qu'on puisse avancer sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je viens d'un pays X, je présente une carte de vaccination. Pour que le Bénin puisse l'accepter, ou bien pour que le pays d'accueil puisse m'accepter, il a besoin de se rassurer que le document que je lui présente, il est authentique. Nous sommes d'accord. Pour que ce ne soit pas, je ne reste pas dans ma chambre. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'informatique, avec la technologie, n'importe qui peut rester dans sa chambre et fabriquer n'importe quoi. Donc, on a besoin aujourd'hui
de sécuriser, nous sommes d'accord, le certificat de vaccination. Et dès que c'est fait, le problème est résolu. Vous comprenez un peu ce que je dis? J'essaie de suivre votre logique. Donc, c'est tout le problème. Et puis, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, je vous ai dit, il y a un certain nombre d'intelligences qui est en cours. Mais je pense bien que justement, ce certificat, en tout cas, le carnet qu'on nous donne a un code QR. Ça a un code QR. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsque je vais en France, je vais aux États-Unis, si quelqu'un scanne le code QR là, il recevra ça. Il faut une certaine interopérabilité entre les différentes plateformes. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la CEDEAO est en train de développer une plateforme collective, la plateforme Biomars, sur laquelle nous allons tous partir. Ce qui fait que je sois à Abidjan, que je sois au Sénégal, que je sois ici, lorsqu'on scanne, c'est sur la même plateforme que j'ai mon résultat. Ça va concerner aussi bien le dépistage pour le moment que qu'à terme la vaccination et autres. Parce qu'il faut qu'on sécurise. Vous savez que il y a des gens de bonne foi, ce qui est bien, mais il y a autant de gens de mauvaise foi, il y a beaucoup de gens de mauvaise foi qui voudraient toujours passer entre les mailles et qui peuvent devenir un danger. Donc si on ne sécurise pas correctement ces genres de mesures et qu'on l'ouvre comme ça, ça va être difficile. La semaine dernière, nous avons commencé par sécuriser les points d'entrée. Donc, au niveau c'est une recommandation de l'UEMOA où il faut mettre des tests de dépistage au niveau des points d'entrée terrestres, tels que nous le faisons à l'aéroport. On a commencé par déployer ça depuis la semaine dernière. Peut-être d'ici une semaine, 2 semaines, ces postes-là seront complètement opérationnels. Et même en venant de Lomé ou bien à Lagos, vous serez obligé de faire le test pour qu'on puisse vous rassurer. Parce que le danger ne passe pas que les airs. Le danger peut passer par les voies terrestres aussi. Et c'est ça qui va permettre de lever aussi les frontières terrestres, de sécuriser le transport terrestre des marchandises et des personnes. Et donc ce travail, il est très avancé dessus. Et le ministre suit ça de près avec nous. Et donc dans les semaines à venir, ça va se stabiliser complètement. Et on va pouvoir avancer dessus également. Et parlons toujours des tests, il y a cette affaire de prix de l'UEMOA. Le Bénin, comme vous le savez, le dernier n'est toujours pas encore appliqué ce prix-là. Qu'est-ce qui se passe, ou bien c'est une volonté manifeste de notre pays de ne simplement pas s'aligner? Loin de nous une volonté manifeste de ne pas nous aligner sur les directives et les recommandations collectives que nous signons. Le Bénin travaille sur ça. Le seul problème qui reste aujourd'hui, c'est que le Bénin a mis son standard à un certain nombre, à un niveau tel que le coût des intrants aujourd'hui nous oblige à ne pas fléchir pour le moment. Mais j'avoue que le problème est perçu au niveau du gouvernement. Et ils sont en train de traiter. Même au niveau ce n'est pas seulement au niveau du coût, hein, même au niveau de la reconnaissance des tests. Parce que comme je vous l'ai dit, on a besoin d'avoir une certaine assurance sur les documents que les gens nous présentent. Je continue de dire, la situation que nous avons observée au Bénin, et qui peut-être est source de ce désamour, bien de ce désintérêt pour la vaccination, cette situation-là, nous l'avons obtenue au prix de 1001 efforts. Les mesures de sécurité que nous avons prises au niveau de l'aéroport, la fiabilité de nos tests, un certain nombre d'éléments. Malheureusement, ces éléments-là, ce standard-là a un coût. Ce standard-là a un coût. Je ne voudrais pas me prononcer sur ce qui se passe dans les autres pays. Mais pour ce que nous faisons chez nous, on a un standard qui a un certain nombre d'exigences auxquelles nous ne pouvons pas nous soustraire pour le moment. Et nous travaillons avec les autres pays, la main dans la main, pour que nous puissions uniformiser et stabiliser un certain nombre de standards afin d'arriver à cette uniformisation. Et comme je vous l'ai dit, le Bénin travaille avec la main dans la main avec l'ensemble des pays de l'UEMOA. Et c'est clair que dans les semaines ou dans les mois à venir, vous allez voir. On nous annonce cela depuis un moment déjà. Depuis un moment, mais on attend, rien ne change. Reconnaissez que des efforts sont faits. Et reconnaissez également que c'est pas facile. C'est pas facile
c'est pas facile d'avancer collectivement. C'est fait de concessions, de discussions. C'est vraiment une démarche itérative. Mais je vous assure que en son temps, au début, c'était à combien les tests? Une centaine de mille. Il n'y a pas eu de marche de protestation. Est-ce qu'il y a eu des tollés? Mais quand on a vu que c'était trop, il y a eu une révision. Donc, croyez en la bonne foi du gouvernement. En son temps, ça va se faire. On ne doute pas de la bonne foi du gouvernement, donc, juste que ça prend un peu trop de temps. Oui, mais ça ne peut que prendre le temps qu'il faut pour qu'on vous offre un service de qualité. Donc, il ne faut pas confondre non plus vitesse et précipitation. Si nous sautons anarchiquement les verrous et que nous avons une flambée demain ou après-demain, comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Donc, le souci derrière, honnêtement, ce n'est pas, je le dis comme ça, pas parce que je le pense, ça vient dans ma tête comme ça, je partage avec vous. Ce n'est pas à travers les 50 000, les 51 125 francs que le gouvernement prend à l'aéroport que le Bénin va se développer. Non. Donc, on ne peut mais pas. Ça fait quand même des frais. Oui, mais ça fait des frais. On ne peut pas postuler que c'est sur ça que le gouvernement fera des économies pour développer le pays. Non. Juste à la fin, on va se poser une question, mais quelle est en fait la marge bénéficiaire? Quels sont les intrants que nous mettons dedans? Quels sont les personnels, quel est le personnel que nous utilisons? Quel est. Et nous allons regarder après ce que le gouvernement lui-même met dedans. Et nous allons nous rendre compte que, en réalité, ce n'était pas sur ça qu'on va s'appuyer pour développer, pour bâtir notre pays. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là qu'on irait chercher de quoi combler les gaps que nous avons par ailleurs. Donc, ce n'est pas du tout, et ce serait dommage de le croire, ce n'est pas du tout une opération mercantile, commerciale qui est installée là-bas. Non, je vous ai dit. Au niveau de l'UEMOA, on a fixé par exemple le prix des tests à l'entrée des tests aux frontières terrestres, ils l'ont fixé à 5 000 francs. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de travailler pour les mettre en place. Quand on va les mettre en place, on les mettra à 5 000 francs comme les autres pays. Donc c'est juste une question de standard qu'il faut harmoniser et avancer. D'accord. Alors, docteur, nous allons consacrer les dernières minutes de cet entretien pour parler des nouveaux variants du virus. Et comme vous le savez, la mutation du virus crée beaucoup de dégâts dans nombre de pays. On parle donc de plus en plus de variants. C'est quoi d'abord un variant? Combien sont ces variants-là? Et est-ce qu'ils sont déjà au Bénin? Puisqu'il faudrait bien qu'on s'intéresse à notre cas. Très bien. Alors, ce que je voudrais dire, vous allez peut-être m'excuser, excuser la réponse que je vais donner. Les variants, est-ce que les variants sont au Bénin? Est-ce que je dirais simplement que ce sont des questions de curiosité intellectuelle. C'est pas la préoccupation du plus grand. Mais il y a plusieurs pays d'Afrique qui sont déjà touchés. On peut pas. Il peut avoir 1000 variants. Il peut avoir 1000 variants. Le plus important pour nous, je reviens là-dessus, c'est le BABA. Observer les mesures de distanciation sociale, observer les gestes barrières, et puis se faire vacciner. Et on apprend que ces variants sont plus virulents que même. Mais quelle que soit sa virulence, madame, quelle que soit sa virulence, lorsque vous êtes vacciné et vous observez les mesures de prévention élémentaires, à savoir le port de masque, à savoir les gestes, la distanciation sociale, vous ne serez pas contaminé. Du reste, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une question de curiosité, on va peut-être en arriver là. Que ce soit le variant alpha, bêta ou delta qui vous tue, vous allez mourir d'une mort certaine. Caricaturé comme ça, docteur, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Deuxième élément, c'est que le variant ne changera pas la conduite thérapeutique, ne changera pas les complications. Ce qu'il faut savoir, et c'est sur ça plutôt qu'il faut dire, c'est qu'avec ces variants, les symptomatologies sont parfois plus frustres avant que les formes compliquées n'arrivent. En fait, c'est quoi déjà le variant là? J'en arriverai là, je finirai par ça, parce que pour moi, ce n'est pas le plus important à savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'avec ces changements, un variant, c'est un changement. Nous sommes d'accord? Un virus, c'est juste une chaîne
d'ARN ou une chaîne d'ADN. Et puis, ça peut subir une mutation, c'est-à-dire sur c'est une série de nucléotides. En fait, c'est une série de petits éléments. Peut-être que c'est peut-être le rouge, après le rouge, il y a le bleu, après le bleu, il y a le jaune, et après. Donc, une série de couleurs. À des moments donnés, il peut y avoir une perturbation. Alors que la séquence que j'avais, c'était rouge, bleu, jaune. Oui. Je peux avoir une autre séquence qui est rouge, au lieu de bleu après, jaune, vert, avant le rouge. Donc, quand je l'observe au microscope, la séquence a changé. Mais, quand je regarde sur l'ensemble du chaîne, peut-être que c'est une séquence de 120 couleurs, peut-être que j'ai des changements sur une vingtaine ou une trentaine de couleurs. Ça veut dire quoi? Mais je constate que, malgré ça, ça garde les mêmes principes et parfois ça développe une maladie plus grave. Je dis j'ai un variant. D'accord. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est vraiment à l'échelle moléculaire que cela s'observe. Maintenant, cette observation qu'on a eu à faire à l'échelle moléculaire, virale, a des conséquences cliniques. Et ce sont les conséquences cliniques que vous et moi, nous vivons. Et c'est pour ça que vous avez dit que les variants sont plus virulentes, les variants créent des dégâts. Donc, mais que le variant crée des dégâts ou pas, le problème que j'ai, c'est me protéger. Vous comprenez un peu pourquoi j'ai commencé? Donc le variant ne change pas les gestes barrières. Le variant ne change pas les gestes barrières. Le variant doit nous amener à les renforcer. Parce que ce qui est subtil dedans, c'est qu'avec ce variant-là, la symptomatologie peut changer. Il peut devenir plus contagieux, contaminant ou plus contagieux. Et donc, la propagation, la vitesse d'attaque peut être forte. Donc, chaque fois quand ça change comme ça, il faudrait qu'on puisse renforcer. Donc, face à ça, il faut renforcer les gens. Maintenant, est-ce que ça circule déjà au Bénin, tout ça? C'est sûr que ça circule au regard de tout ce que nous importons, de tout ce qu'il y a comme brassage. C'est possible, puisque ça dépend de la vitesse de propagation, de la circulation des personnes qui portent la maladie. Nous sommes d'accord? Donc, c'est sûr qu'on a déjà importé par-ci ou par-là 1 ou 2 cas. Maintenant, il faudrait que nous puissions atteindre une certaine masse critique de cas et que nous ayons la chance d'aller prélever quelqu'un qui est porteur d'un variant pour certifier pour mettre en évidence l'existence. C'est pour ça que je continue de dire que nos compatriotes ne s'accrochent pas à ça. Parce que quoi? Nous pouvons faire 1000 prélèvements, les envoyer au Ghana, n'importe où. Ils vont dire non, mais ça, c'est pas parce que ça ne circule pas chez nous. C'est simplement parce que nous n'avons pas prélevé un porteur du variant. Vous comprenez un peu? Et donc, il peut être là en train de circuler, en train de tuer. Et nous serons en train de nous égosiller pour dire mais on n'a pas le variant, on n'a pas le variant. Voyez-vous? C'est pourquoi quand je me dis toujours, sans chercher à masquer la vérité ou bien à ne pas partager le peu de connaissances que j'ai avec mes compatriotes, je me dis toujours il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. S'arrêter aujourd'hui pour faire le débat des variants, alors qu'on n'a pas fini de faire le débat du respect des gestes barrières, c'est une aberration. C'est de faire de la gymnastique intellectuelle sans aller vers l'essentiel. Si nous faisons 10 fois le débat des variants et que nous ne portons pas les masques, et bien les variants vont nous attaquer. Mais si nous faisons le débat du port de masques et nous les portons correctement, nous observons correctement, il y aura 1000 variants, nous ne serons pas attaqués. Nous allons faire peut-être cette gymnastique intellectuelle que vous ne voulez pas, docteur, pour nous intéresser à la létalité de ce variant ou la létalité de ces variants-là et quelle tranche d'âge ces variants attaquent. C'est vrai, vous avez dit on n'a pas encore l'évidence, on n'a pas encore la preuve, mais en attendant peut-être... Au Bénin, évidemment, au Bénin, mais en attendant peut-être d'en arriver là, est-ce qu'on peut savoir la létalité de ces variants-là et la tranche que ces variants... Alors, là également, je vais vous dire, c'est une maladie assez nouvelle. Si vous suivez l'actualité, vous allez voir ce que les Birmans sont en train de vivre ces derniers temps. En Birmanie, maintenant, il y a un variant qui est très contagieux et qui a commencé par attaquer les enfants, ce que nous n'avons pas au Bénin. Donc, c'est vous dire que c'est une maladie qui est tout à fait nouvelle.
sur laquelle on continue d'apprendre beaucoup de choses et sur laquelle qu'on n'a pas fini de découvrir. D'accord. On n'a pas fini de découvrir. Donc, au plan international, il y a des pays qui ont commencé par signaler des enfants qui sont touchés et qui en meurent. Dans notre pays, Dieu merci, on n'en a pas enregistré beaucoup, on n'en a pas perdu, tant mieux jusque-là. Mais ça ne peut pas dire que demain ou après-demain, ça n'arrivera pas. Nous sommes d'accord? Ce qu'on a retenu, c'est que le variant Delta, il est plus létal, la symptomatologie est plus frustre, et ça fait que les gens consultent plus tardivement, alors ils consultent souvent c'est juste des douleurs musculaires que certains ont, jusqu'à ce qu'ils développent une complication grave, ils viennent à l'hôpital, ils en meurent. Donc, du fait que cette symptomatologie initiale est relativement frustre, moins expressive, moins bruyante, ça fait que les gens retardent. Donc, la recommandation qu'il y a à faire derrière ça, c'est que lorsque j'ai observé les gestes barrières, lorsque j'ai observé la distanciation, lorsque je me suis fait vacciner correctement, et malgré tout, je ressens des symptômes, il faut que je me rende à l'hôpital. Aujourd'hui, non, j'ai paludisme depuis une semaine, je suis en train de me traiter, ça ne va pas, et puis je fais de l'automédication. La réponse devrait être non, chez tout le monde. Très tôt, il faut se rendre compte. Et ça ne sert à rien. Suggérez aux médecins traitants que vous avez devant vous de vous ausculter, d'explorer aussi ce chemin-là pour voir si ce n'est pas ça. Parce que si on le prend tôt, les chances de succès sont meilleures. D'accord. Et ce sera ma dernière question. Avec l'augmentation des cas d'infection, est-ce qu'on s'acheminerait peut-être au retour du cordon sanitaire? Je vous ai dit, aucune décision ne se prend sur coup de tête. Si demain on a un taux d'attaque dans Cotonou qui est énorme, on sera obligé de confiner. D'accord. Si demain on a un taux d'attaque qui justifie qu'on mette un cordon sanitaire, on le mettra. Si demain on a un taux d'attaque qui justifie que les frontières soient fermées, le gouvernement prendra les décisions dans l'intérêt supérieur de la nation. Évidemment. Pour le moment, nous n'en sommes pas là et nous nous réjouissons et nous invitons les compatriotes à redoubler de vigilance, à reprendre les bonnes habitudes, à savoir le port de masque, le lavage systématique des mains, le respect de la distanciation sociale, l'utilisation de la vaccination, pour que nous puissions avoir rapidement une immunité collective. Parce que ce que nous observons, ça inquiète. Ça inquiète, je le dis 3 fois, 4 fois, ça inquiète. Et je ne sais pas si au stade actuel, on peut encore se confier à Dieu. Dieu nous a déjà créés, Dieu nous a déjà donné l'intelligence, Dieu a éclairé un certain nombre de personnes qui nous ont indiqué les bons gestes à faire. Vraiment, humblement, j'invite les compatriotes à les observer pour nous mettre à l'abri d'une flambée. Parce qu'on ne sait pas où ça va commencer, où est-ce que ça va frapper et autres. Voilà, et c'est justement sur ce rappel des gestes barrières que nous allons mettre un terme à cet entretien. Docteur, je ne sais pas si vous avez un mot de fin pour qu'on puisse partir très rapidement. Ce fut un plaisir pour moi de partager ces quelques instants sur votre plateau. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez donnée. J'espère avoir passé le bon message. Je rappellerai les messages en 2 ou 3 points. Le respect des gestes barrières, le respect de la distanciation sociale, l'utilisation de la vaccination. C'est vraiment ce qu'il nous faut aujourd'hui pour nous mettre à l'abri. Au moindre signe, nous rentrons dans un hôpital, dans un centre de santé et suggérer et décrire notre symptomatologie et suggérer au besoin qu'on se fasse ausculter pour voir si on n'a pas la COVID-19. Et ce sera les bonnes manières. Voilà, tous donc à la vaccination, allons nous faire vacciner. C'est d'ailleurs le moyen le plus sûr de ne pas développer les cas graves de cette maladie. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de Dr Thierry Lawalé que prend fin cet entretien. Merci de nous avoir suivis.